tous et à toutes pour ce webinaire du mois de juillet, avant les vacances scolaires, pour vous donner quelques informations. Alors, ça va être beaucoup des informations récurrentes sur ce qui se passe au mois de juillet, au mois d'août, à la CAF tous les ans. Je vais vous partager. Alors, vous voudrez bien couper vos micros pour ceux qui ont les micros encore ouverts. Je vais vous partager mon support. J'espère que tout le monde le voit. Mettez-moi des pouces. Et vous le voyez. Ou dites-moi oui. Ouais. Eh ben, nous allons pouvoir commencer ce webinaire partenaire du mois de juillet 2026. Donc, comme tous les webinaires, on va aborder les actualités réglementaires pour ce mois. On fera un zoom sur la prime d'activité, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette prestation. Et on fera aussi un zoom sur la mobilisation de la CAF en matière d'inclusion. Et Karine Taré, qui est avec moi, interviendra sur les sujets de l'action sociale. De l'action sociale, dont on ne m'a pas mis les titres dans le support. Alors, cette actualité, on va vous parler aussi du congé naissance. De l'allocation de rentrée scolaire, ça c'est comme tous les ans, de la téléprocédure bailleur. J'entends quelques personnes, si vous pouviez couper vos micros. Mais de toute façon, j'aurai les gilets. Du coup, ça me bloquera. Bah, c'est pas plus à l'aise. Des loyers, ouverture s'il vous plaît. Ou emmène-le. Si je peux leur couper. J'en ai qu'une fois. Je détecte qui c'est. Là, tu as un petit point. Ouais. Désactiver le micro. C'est bon. Merci, Karine. Elle sort partie du ton. Alors, oui. Voilà. On revient sur donc le sommaire. On va vous parler du congé naissance, en tout cas des informations qui nous sont arrivées récemment, même si ce n'est pas nous qui le gérons. On vous donnera quelques informations. L'allocation de rentrée scolaire, bon, la campagne de loyer comme tous les ans, le maintien dans les lieux étudiants comme tous les ans, une page dédiée au CAF.fr, sur le CAF.fr pour nos jeunes, la réforme aide au logement pour les étudiants, la revalorisation de la prime d'activité. On fait un petit point rapide sur la prévention des indus, les bons réflexes à avoir. Et puis Karine donc, vous parlera du lancement de l'appel au bilan et les projets classes. Et puis, moi, je reprendrai la main pour vous reparler de ce qu'on fait en termes d'enquête de satisfaction sur les usagers, comment on l'utilise, et sur les prochains rendez-vous allocataires. Alors, les informations qui nous sont parvenues sur le congé naissance, qui en fait a été annoncé début de l'année, mais qui ne sera effectif, qui pourra vraiment être payé que depuis le 1er juillet. Donc ce congé supplémentaire de naissance, c'est un nouveau congé indemnisé ouvert aux deux parents, au père comme à la mère, et qui va venir, c'est vraiment un congé supplémentaire. Donc en plus du congé maternité ou paternité qui est déjà en cours. Ce congé, il n'a pas vocation à se substituer au congé parental d'éducation. Les parents y conservent bien la possibilité de recourir à la prépare, donc qui est versée par la CAF et qui compense partiellement une perte de revenus. Et en revanche, cette indemnisation, ce congé supplémentaire, il ne pourra pas être cumulé avec certaines prestations ou revenus de remplacement, ce qui est logique.
Il ne pourra pas être versé en même temps que le complément mode de garde, que la CAF verse, que la prépare aussi, que l'AJPP qui est versé pour un parent qui accompagne un enfant malade, et en même temps que la JPA qui est versée lorsque le parent accompagne un proche qui peut être aussi malade, pas forcément un enfant. Il ne pourra pas être cumulé non plus avec les indemnités journalières de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et avec les allocations chômage. L'objectif de ce dispositif, c'est bien de renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes pour concilier vie familiale et professionnelle, et puis d'avoir un peu plus de temps pour s'occuper en fait de son enfant. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est bien pour les deux parents. Je peux le récupérer. Voilà, il va revenir. Alors oui, comme je vous l'ai dit, il est bien pour l'ensemble des parents, père et mère, et avec cette petite précision, c'est des parents actifs, donc qui travaillent, qui vont remplir donc des conditions d'ouverture de droit suite à la naissance ou à l'accueil d'un enfant, donc salariés, travailleurs indépendants, donc ça peut être des artisans, des commerçants en profession libérale, qu'ils soient dirigeants, conjoints collaborateurs, ça peut être aussi des agents contractuels de droit public et aussi des demandeurs d'emploi, mais indemnisés. Pour les demandeurs d'emploi, il y a des conditions à remplir. Donc, c'est ouvert à tous les parents qui ont un enfant né à partir du 1er janvier 2026. Et les parents d'enfants nés prématurément dont la naissance était prévue à cette date pourront y prétendre. Comment ça marche? Chaque parent va avoir droit à 1 ou 2 mois de congé. Ils peuvent les prendre simultanément ou en alternance. Le congé pourra être pris une seule fois ou fractionné en 2 périodes. C'est-à-dire que comme il y a 2 mois d'ouvert, les parents peuvent prendre 1 mois à un certain moment et le deuxième mois peut-être un peu plus tard. Pour en bénéficier, les parents devront avoir préalablement pris l'intégralité de leur congé maternité, paternité, accueil de l'enfant ou d'adoption. Donc ça, c'est hyper important. Ils devront déjà, le père et la mère, avoir soldé leur congé maternité ou paternité avant de pouvoir enchaîner sur le fameux congé naissance. Alors, quelles sont les démarches? Pour les salariés, les parents salariés devront informer leur employeur dans un délai de 1 mois avant la date de début de congé souhaité. Il faudra préciser la durée, s'ils veulent prendre 1 ou 2 mois, s'il est fractionné ou pris en une seule fois. Et c'est ensuite l'employeur qui va se charger de transmettre tout à la caisse d'assurance maladie, qui est, elle, en charge de l'indemnisation. Les salariés, en fait, ils n'ont pas de démarche à effectuer directement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. C'est déjà auprès de l'employeur qu'ils doivent se retourner. Pour les travailleurs indépendants, par contre, c'est différent. Ils devront prendre contact avec leur caisse primaire d'assurance maladie de résidence pour dire la volonté de mettre en place ce fameux congé. Alors, l'indemnisation, elle est dégressive. Pour le premier mois, c'est 70% du salaire net et pour le second mois, c'est 60% du salaire net. Et c'est bien versé par la caisse primaire d'assurance maladie. Et vu que l'indemnisation n'est pas totale, c'est pour ça que ce congé, c'est vraiment un choix du salarié. Le salarié pourra prendre un mois à 70% et le deuxième mois à 60%. Et s'il ne veut pas du deuxième mois parce que ça fait une trop grosse perte de salaire, il n'est pas obligé de le prendre. C'est bien ça qu'il faut comprendre dans cette réforme, c'est que ce n'est pas automatique. C'est bien une demande du salarié auprès de son employeur déjà dans un premier temps. Donc, dans quel délai peut-on prendre dans ce congé? Pour les enfants nés ou arrivés au foyer entre le 1er et le 30 juin, 30 juin 2026, le congé pourra être pris
jusqu'au 31 mars 2027, c'est-à-dire soit un délai maximal de 9 mois après le 1er juillet 2026, parce qu'il ne peut être payé qu'à partir de ce mois-ci, en fait. Pour les enfants nés ou arrivés à compter du 1er juillet 2026, le congé il devra être pris dans les 9 mois suivants la naissance ou l'arrivée de l'enfant. Est-ce que vous avez des questions? On n'a pas toutes les informations encore sur ce congé, mais c'est ce qu'on a pour l'instant. Eh bien, on va fermer le volet congé naissance et on va vous parler des plus grands pour l'allocation de rentrée scolaire qui concerne les enfants âgés de 6 à 18 ans qui sont écoliers, étudiants ou apprentis. Alors, pour la rentrée 2026, on vous a affiché les montants de l'allocation de rentrée scolaire. De 6 à 10 ans, elle s'élève à 426,87 €. De 11 à 14, elle augmente légèrement pour passer à 450,41 €. Et pour les enfants de 15 à 18 ans, elle est augmentée de 16 €, 466,02 €. L'allocation de rentrée scolaire, elle est versée comme habituellement fin août. La date prévue, c'est le 18 août ou le 17. Pour les enfants, les jeunes de 6 à 15 ans, il n'y a aucune démarche à effectuer. C'est automatique si la famille remplit les conditions de ressources, bien évidemment. Par contre, pour les enfants de 16 à 18 ans, les familles, elles doivent bien, via la téléprocédure, nous confirmer que l'enfant de 16 à 18 ans va bien être scolarisé au cours de cette année. Et puis, pour les enfants de moins de 6 ans qui rentreraient au CP, vu que c'est pas automatique s'ils ont moins de 6 ans, c'est à partir de 6 ans, si, ils justifient qu'il y a une entrée en CP, il faudra nous envoyer un certificat de scolarité et on pourra éventuellement payer, l'allocation de rentrée scolaire avant les 6 ans. Donc la téléprocédure pour les 16 à 18 ans, elle est ouverte. Et la démarche, elle est à effectuer par les familles pour nous dire que l'enfant va être scolarisé. Donc, on vous dit qu'en 2025, il y a eu plus de 1800 confirmations de scolarité enregistrées en Haute-Marne. Donc, 98% fut faites via le CAF.fr, parce que le CAF.fr, c'est hyper rapide. Il n'y a pas à attendre un bout de papier, un certificat de scolarité qui ne pourra de toute façon être délivré qu'à la rentrée. Donc, si les parents veulent un paiement rapide au mois d'août, il faut qu'ils fassent la démarche sur le CAF.fr par téléprocédure. Et la téléprocédure, elle va être ouverte le 7 juillet, donc c'est déjà demain. On n'est même pas en vacances, on est déjà en train de parler de rentrée scolaire et qu'il faudra télédéclarer si l'enfant va reprendre une scolarité. Alors, effectivement, c'est ouvert dès le 7 juillet, mais c'est ouvert en plus jusque fin décembre. Donc, si les parents ne savent pas encore si l'enfant va trouver une école, un établissement ou s'il va reprendre, ils ont de toute façon euh, le temps pour le déclarer. Il n'y a pas de problème. Mais on préconise de le faire tôt s'ils veulent avoir le paiement fin août. Ça, c'est comme tous les ans. En parallèle, on est aussi dans la période où la CAF récupère les loyers pour recalculer les droits au mois de janvier. Donc la téléprocédure, elle s'adresse aux bailleurs et pas aux allocataires. Nous, on va démarcher tous nos bailleurs pour récupérer les quittances de loyer du mois de juillet 2026. Et si on n'a pas les quittances donc c'est pour le mois de janvier, hein, on va dire pour fin décembre, les droits pourront être interrompus. Donc, si les bailleurs ne nous répondent pas là ce mois-ci, on va faire des relances régulièrement par SMS ou mail pour qu'ils nous déclarent les loyers de leurs locataires. Si jamais les bailleurs rencontrent des difficultés à nous télédéclarer, il y a toujours possibilité de prendre un rendez-vous à la CAF et qu'on leur explique la démarche. On a aussi, donc toujours concernant le logement, le maintien des étudiants dans leur logement. Donc, les étudiants
doivent consulter leur compte CAF.fr. Ils ont des alertes sur leur compte pour savoir s'ils sont concernés par ce maintien, parce que tous les étudiants n'ont pas à aller confirmer le maintien de leur logement. C'est uniquement les étudiants qui sont en ALS, donc qui n'ont pas d'APL, mais qui sont dans le parc locatif privé. Ils doivent donc aller confirmer qu'ils restent dans leur logement au mois de juin, juillet, août, ou qu'ils l'ont quitté, bien sûr, si c'est le cas. La téléprocédure, elle permet d'effectuer cette démarche, donc qui est accessible sur le compte CAF.fr et qui est aussi accessible sur l'appli mobile. Si les étudiants ont une alerte, il suffit qu'ils cliquent sur leur alerte et qu'ils confirment s'ils restent ou pas dans leur logement. Si l'étudiant il conserve son logement et qu'il paye son loyer durant l'été, ben, il faut bien qu'il confirme qu'il reste fin juillet dans son logement pour qu'il puisse avoir le paiement. Et s'il quitte le logement, il doit déclarer son déménagement et, si possible, sa nouvelle adresse, s'il la connaît. Et il doit également faire une nouvelle demande d'aide au logement s'il a déjà un nouveau logement. Donc là, vous avez sur le côté une petite image de comment se présente le maintien de l'aide personnalisée pour l'étudiant. La vigilance, bah, c'est qu'en l'absence de réponse au 29 juin, donc on fait quand même une relance SMS à l'étudiant parce que s'il n'a pas confirmé qu'il restait dans le logement au mois de juillet, il peut avoir une interruption de ses droits. Ou s'il le fait plus tard, un léger retard dans son paiement. Donc on a environ 250 étudiants qui sont concernés par cette démarche. Et pour l'instant, on a 65% des jeunes qui sont concernés qui nous ont répondu. Donc c'est pour ça qu'on les relance. Donc là, on vous met avec les étudiants qui sont logés dans un logement conventionné, donc qui sont concernés par l'APL, ne sont pas concernés par cette démarche. De toute façon, ceux qui sont concernés ont une alerte sur leur compte. On a aussi une page dédiée pour les jeunes, pas que pour les étudiants, hein, c'est pour tous les jeunes qui seraient concernés par prendre un logement ou qui débuteraient une activité professionnelle. À l'occasion de la rentrée, la CAF propose un accompagnement pour les étudiants. On fait des forums aussi. Et on a donc une page dédiée qui va mettre toutes les dates à laquelle on va faire ces fameux accompagnements, et puis toute une page aussi qui renseigne sur les différentes aides auxquelles ils pourraient prétendre. Donc notamment comment faire une demande d'aide au logement, comment bénéficier de la prime d'activité, comment utiliser l'espace Mon compte sur CAF.fr. Et puis, il y a aussi une foire aux questions pour répondre à leurs questions les plus fréquentes. Mes parents ne sont pas allocataires, est-ce que je peux quand même bénéficier d'une aide au logement? Est-ce que les revenus de mes parents sont pris en charge dans le calcul de mon aide au logement? Les aides au logement concernent les logements privés ou uniquement les logements sociaux? C'est vrai que beaucoup pensent qu'il faut avoir un logement conventionné, mais pas forcément. Je suis étudiant salarié, puis-je tout de même bénéficier d'une aide au logement? Donc, toutes les informations concernant les questions que peuvent se poser les jeunes, suite à soit l'entrée dans la vie active ou soit dans l'entrée dans un logement, sont disponibles sur la page Aide aux jeunes Haute-Marne sur notre page locale CAF.fr. Donc voilà, on vous redit qu'il y a une page dédiée sur le CAF.fr. On vous redonne quelques points importants. Donc, ils ont accès aussi à un simulateur pour pouvoir estimer le montant de leur aide au logement. On dit aussi qu'il faut qu'ils fassent attention que le logement doit bien faire une superficie d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule, que le propriétaire ne doit pas être un de leurs parents, ascendant, descendant, sinon ils n'auront pas droit à l'aide au logement. Donc plein de choses comme ça. Il y a une réforme, alors je ne sais pas si vous avez tout au courant, il y a quand même quelques actes, enfin c'est
c'est passé, alors je l'ai entendu à la radio, même aux actualités presse nationale, à partir du 1er juillet, les conditions d'accès aux aides personnelles au logement pour les étudiants extracommunautaires, c'est-à-dire les étudiants qui sont en dehors des pays membres de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la Suisse, ne pourront plus bénéficier des APL qu'ils perçoivent, sauf s'ils ont une bourse d'enseignement supérieur attribuée sur critères sociaux. Donc, les étudiants boursiers étrangers hors EEE pourront encore bénéficier de l'aide au logement, mais les non-boursiers vont voir leurs droits supprimés, pour ceux qui en avaient. Pour les étudiants concernés qui percevaient l'APL, donc ça prend juin dès le mois de juillet, ça prend fin dès le mois de juillet. Chez nous, en Haute-Marne, ça concerne 13 allocataires. Ils ont tous été notifiés. Ils ont reçu un mail ou un courrier qui les avisait de cette fin d'APL à partir du mois de juillet. Alors, les étudiants qui exercent une activité professionnelle, que ce soit salariés ou comme auto-entrepreneurs, les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, ainsi que les étudiants réfugiés, apatrides et conjoints d'étudiants extracommunautaires demeurent également éligibles à l'aide au logement. Alors, les personnes qui travaillent, ça justifie parce qu'ils cotisent en France, donc ils peuvent continuer de percevoir les aides au logement. Alors, on passe à un tout autre sujet, la revalorisation de la prime d'activité. Donc, cette revalorisation de la prime d'activité, c'est une revalorisation en plus de ce qui a été fait au mois d'avril. Donc, au mois d'avril, nous, on revalorise toutes les prestations selon un coefficient. Et le gouvernement a décidé d'augmenter, c'était à peu près d'une 50aine d'euros, de revaloriser la prime d'activité. Donc, c'est un coup de pouce supplémentaire et ça concerne les personnes qui avaient des revenus compris, enfin, qui ont des revenus compris entre 1442,40 et 1658 euros net. Donc, toutes ces personnes-là, normalement, si elles ont entre ces salaires-là, vont voir leur prime d'activité augmenter. Et cette réforme, elle a aussi vu que c'est d'une 50aine d'euros. Il y a des gens qui avaient ces montants de salaire-là, qui n'avaient pas droit à la prime d'activité, ils vont pouvoir rentrer dans le bénéfice de cette prime d'activité. Donc, il faut inciter aussi les personnes qui n'avaient pas droit à refaire des simulations, parce qu'avec ce petit coup de pouce supplémentaire, elles peuvent avoir un droit. Donc, ceux qui ont déjà droit à la prime d'activité, ils n'ont aucune démarche à faire. Mais ceux qui n'y avaient pas droit, il faut aller il faut aller sur le CAF.fr faire des simulations. Prévention des indus, les bons réflexes. Donc, on rappelle que concernant les revenus des enfants, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas, enfin, en ce moment, juillet, août, septembre, la situation des enfants change. Il y en a qui arrêtent leurs études, il y en a qui vont débuter des activités. Et il faut absolument nous déclarer tout début d'activité et surtout le niveau des revenus de l'enfant. Ça doit être déclaré sur le CAF.fr. Et pour information, c'est si le revenu il excède 1117,26 €, ça peut avoir une incidence sur les allocations que touchent les parents. Donc, ils doivent le déclarer. Un oubli ou une erreur de déclarer peut obliger à rembourser les sommes perçues à tort ou au contraire priver l'usager de certaines prestations. Donc effectivement, nous, quand on s'aperçoit plus tard que l'enfant, il travaille déjà depuis 1, 2 ou 3 mois, on est amené à créancer les parents la part des allocations familiales qu'ils ont reçues pour cet enfant. Et ça reste toujours une part importante des indus que notifie la CAF. Donc je laisse la parole à Karine.
Bonjour. Donc, on voulait faire un petit zoom sur les appels à projets concernant donc les contrats locaux d'accompagnement de la scolarité. Donc, comme tous les ans, donc déjà le CLAS, c'est des financements qu'on apporte pour l'appui à la scolarité, donc pour les enfants qui sont encore en milieu scolaire jusqu'à une dizaine jusqu'à 10 ans à peu près. Voilà, donc donc chaque année, on lance donc l'appel des bilans, donc 2025-2026 et l'appel à projet pour les 2026-2027. Donc tout ça devra nous être retourné avant fin août 2026. Donc, et chaque partenaire qui est, pour lesquels on a signé des conventions pour les appels à projets recevront donc directement un mail avec la livraison des trames et la complétude des données. Pour le moment, on est encore sur un support papier et on va vérifier, voir si on peut maintenant intégrer directement dans mon compte partenaire pour avoir les données un peu plus ajustées. On est aussi sur notre période, donc pour nous, d'actualisation des données des prestations de services, c'est-à-dire qu'on demande à l'ensemble des partenaires de transmettre des données d'activité, des données financières à jour, c'est-à-dire avec des périodes du 1er janvier au 30 juin sur des données réelles et du 1er juillet au 31 décembre, donc sur des données prévisionnelles. Cet appel d'actualisation ne concerne pas l'ensemble des prestations de services, donc essentiellement les établissements d'accueil du jeune enfant, les relais petite enfance et les services d'aide à domicile. Donc l'appel a été lancé le 28 juin, les accueils de loisirs sans hébergement le 21 juin et les lieux d'accueil enfants-parents le 26 juin. Donc logiquement, on devrait avoir un retour fin juillet. Donc pour nous, ces actualisations nous permettent donc de prévoir notre partie budgétaire pour terminer l'année, éventuellement voilà, pour des nouveaux projets. Merci, Karine. Est-ce que, avant que tu t'en ailles, est-ce que vous avez des questions, les partenaires, à poser à Karine? Voir s'il y a des Toi, tu as peut-être eu des questions, toi. questions. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Alors, je vais enchaîner sur l'enquête de satisfaction. Donc, la CAF, on réalise régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès des allocataires. Tout ça pour améliorer la qualité de service. Pour déjà avoir, nous, la qualité de service qui est perçue par les allocataires, mais aussi, éventuellement, on leur demande ce qu'ils souhaiteraient. Donc, cette enquête, elle a pour objet d'évaluer leur satisfaction, que ce soit à l'accueil, au téléphone, mais aussi sur nos courriers et sur les mails qu'on envoie. En 2025, il y a 1407 allocataires qui ont répondu à l'enquête et 90% des allocataires du département s'étaient déclarés satisfaits des services de la CAF. C'est l'Institut d'études Verian qui a été mandaté pour mener cette enquête et traiter les réponses. Et pour étudier les réponses et voir ce que l'on pouvait faire pour améliorer. Alors, le questionnaire de satisfaction, il est articulé autour des axes suivants: le contact avec la CAF, l'opinion globale des services rendus par la CAF, les consultations sur le site caf.fr, les envois de mails de la CAF, les consultations de l'application mobile, les échanges téléphoniques, les échanges de courriers, les déplacements dans un accueil, la constitution du dossier. La durée moyenne de complétude du questionnaire et de satisfaction est d'environ 7 minutes. Donc, comme je vous l'ai dit, on mène souvent ce type d'enquête. Et ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'il en ressort. C'est bien beau de faire des enquêtes, mais si on n'en fait rien. Donc, en fait, dans le cadre de cette démarche, la CAF, elle souhaite quand même voir ce qui ressort et ce qui pourrait être amélioré. Et donc, on a fait déjà des réalisations concrètes pour améliorer la relation entre l'organisme et les usagers.
Bon, par exemple, donc on a voulu retracer ce qu'on a fait depuis 2022. Vous avez demandé de pouvoir joindre un conseiller de la CAF sans vous déplacer en accueil afin de faire un point sur votre dossier et sans avoir à attendre au téléphone. Donc ça, c'était suite à l'enquête de satisfaction allocataire 2022. Il y avait cette demande forte des allocataires de ne pas forcément se déplacer ou d'attendre au téléphone. Donc le rendez-vous téléphonique a été mis en place suite à cette enquête de satisfaction. Rapide, simple et efficace, le rendez-vous téléphonique permet de choisir la date et l'heure à laquelle le conseiller CAF va le rappeler et ça évite à la personne de prendre un rendez-vous en accueil et de se déplacer. Pareil, donc en 2024, vous avez demandé, enfin les allocataires ont demandé de recevoir des informations sur les démarches à réaliser et l'évolution des droits par SMS. Donc effectivement, nous, c'est CAF.fr, les alertes sont mises sur le compte CAF.fr et on fait des campagnes mail, essentiellement de emailing. Et depuis quelque temps, on essaie de développer la démarche par SMS. Donc, certains SMS sont envoyés alors sur certains sujets aux allocataires. Par exemple, bon, pour cela, il faut bien qu'on ait le numéro de téléphone de l'allocataire. Par exemple, en cas de variation de droit, suite à la mise à jour du dossier allocataire, en cas de trop perçu, quand un document, une information est nécessaire et toujours manquant et qu'ils n'ont pas répondu par mail ou par l'alerte, ben, on peut refaire des relances SMS. Ce genre de relance par SMS va être amené à se développer. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au début. Autre demande des allocataires, suite à une enquête de satisfaction en 2024, des informations régulières sur l'actualité de la CAF sur les réseaux sociaux. Donc la CAF, je vous rappelle qu'elle est présente en ligne sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On a aussi des tutos et des vidéos sur YouTube. Et puis, on est présent sur LinkedIn. Donc, avec tout ça, si les allocataires n'ont pas de renseignements, je ne sais plus ce qu'il faut faire. On a aussi développé des parcours, c'est-à-dire que quand vous allez sur le caf.fr, bon, vous pouvez avoir des renseignements sur plein d'aides, mais on a voulu faire une entrée par situation. Donc c'est déjà présent depuis quelque temps sur nos pages locales. J'ai entre 16 et 25 ans, je suis nouvelle allocataire, j'attends un enfant, je me sépare. Ça, c'est les 4 parcours qu'on a développés déjà depuis un certain temps. Donc, on essaie de développer les parcours. Donc, on a des nouveaux parcours qui sont venus s'ajouter. Donc, je suis victime de violences conjugales qui est déjà présent depuis quelque temps. Je fais l'objet d'un contrôle de la CAF. Comment rembourser une dette à la CAF? Je déclare mes ressources trimestrielles à la CAF. Je suis en retard dans le paiement de mon loyer. Je suis bénéficiaire d'une protection internationale. Je suis dépendant. Quelles aides pour mes proches et moi? Donc, c'est vrai qu'en allant directement en cliquant sur la situation qui concerne la locataire, il a tout de suite quelque chose qui va le concerner directement. Il n'a pas à fouiller dans toute l'offre des prestations qui est faite. Et puis, lors aussi c'est avec le baromètre de satisfaction locale de 2025, les allocataires ont dit qu'ils souhaiteraient davantage connaître les délais de traitement de la CAF. Donc, on a développé une page dédiée aux délais de traitement. Donc, en cliquant sur cette page, vous pouvez savoir, donc elle est mise à jour toutes les semaines, quels sont nos délais de traitement pour une aide au logement, pour le RSA et la prime d'activité, pour un changement de situation. Donc, de toute façon, globalement, nous, déjà depuis un certain temps, on traite les demandes en moins de 15 jours, n'importe quelle demande. Et si c'est un minima social, on les traite normalement dans les 5 à 8 jours. Alors, avec les vacances scolaires, nous, on est en effectif réduit. Ce traitement de 15 jours peut
augmenter légèrement pendant la période de vacances scolaires, mais c'est vrai qu'en temps normal, on est quand même en dessous de 15 jours. Au niveau, vous avez demandé, enfin les allocataires ont demandé aussi de disposer du tutoriel pour savoir comment rembourser une dette auprès de la CAF. Donc, c'est vrai que vous avez, donc il y a un parcours, comment rembourser une dette, mais il y a aussi des informations sur CAF.fr pour savoir comment rembourser en ligne. Donc nous, on incite fortement au remboursement en ligne. Pourquoi? Bah parce que c'est un moyen simple, rapide et sécurisé pour rembourser une créance. Et surtout, on dit aux allocataires que s'ils reçoivent des mails directement dans leur messagerie mail pour rembourser une dette en communiquant des coordonnées bancaire, bah, faut surtout pas répondre à ces mails-là. Il faut aller sur le CAF.fr, répondre aux alertes CAF et aller rembourser en ligne en se connectant déjà sur son compte CAF. Et là, c'est sécurisé et c'est pas du phishing. Alors, les prochains rendez-vous de la CAF sont prévus. Donc, on a un atelier à destination des nouveaux bénéficiaires RSA le 7 juillet, animé par la CAF, la CEPAM et le conseil départemental. Donc, ça va être à la CAF de Chaumont le 7 juillet et ça va être à la CAF CEPAM de Saint-Dizier, puisqu'on a un accueil coordonné avec la CEPAM le jeudi 9. Et notre webinaire pour le mois d'août, il est prévu le 3 août, toujours à 10h30. Donc, je vous avais dit qu'on ferait un petit zoom sur la prime d'activité. Donc, la prime d'activité, même si elle est connue, je vais vous faire quand même quelques rappels, puisqu'on peut avoir des nouveaux arrivants avec cette fameuse augmentation d'une cinquantaine d'euros, des gens qui n'y avaient pas droit et qui pourraient y avoir droit. Donc, il faut bien les inciter à aller faire des simulations. Je rappelle que la prime d'activité, elle est ouverte à des personnes qui ont au moins 18 ans, qui habitent en France et qui ont une activité professionnelle. Le montant de la prime d'activité dépend des ressources de tous les membres du foyer. Donc, c'est bien sur monsieur, madame et les enfants ou une personne seule, si la personne est seule, que la simulation est faite. Donc, il faut respecter l'ensemble des conditions que je vous ai dites, hein, notamment d'âge, d'habiter en France et d'avoir une activité, et ça va dépendre effectivement du montant des ressources de chaque membre du foyer. On terminera avec la mobilisation de la CAF en matière d'inclusion. Alors, ce qu'on fait déjà, la CAF, elle s'engage déjà depuis plusieurs années dans une politique d'inclusion qui permet de répondre à des besoins spécifiques des publics les plus fragiles. Par une stratégie omnicanale, cette démarche vise à faciliter l'accès aux services et aux droits des usagers, de renforcer l'accès aux droits et d'éviter les ruptures de droits. L'équité de traitement des publics passe en effet par une meilleure prise en compte de la diversité des profils et des aptitudes des allocataires, en prenant en compte les incapacités temporaires ou durables des publics qu'on reçoit. Cette démarche, elle s'inscrit également dans l'ambition d'une accessibilité accrue pour tous les usagers. Donc, on va faire un tour d'horizon des mesures qu'on a mises en place localement à destination des personnes en situation d'handicap, mais aussi des publics en situation d'illettrisme, des usagers qui n'ont pas une maîtrise suffisante ni de la langue française, ni des bases de lecture, ni des démarches administratives. Donc, on a déjà des accueils, des espaces adaptés. Tous nos accueils sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. On a des places assises publiques prioritaires et le siège à Chaumont, il est équipé d'une boucle magnétique pour les déficients auditifs. Et les publics disposant d'une carte à mobilité inclusion sont pris en charge de manière prioritaire, donc s'ils le signalent et s'ils la présentent, bien évidemment. Des supports faciles à lire et faciles à comprendre sont disponibles. Ils ont pour but d'expliquer comment télécharger l'application Mon Compte, par exemple, se connecter à l'application CAF, faire sa déclaration trimestrielle de RSA, faire sa déclaration trimestrielle de ressources pour la prime d'activité, pour l'âge, comment déclarer un changement d'adresse, comment déclarer une naissance. On a aussi un accueil qui peut être fait en langue des signes, que ce soit à Saint-Dizier ou à Chaumont. Le mieux, c'est de prendre un rendez-vous pour que notre agent d'accueil puisse préparer et contacter la personne qui va être capable de traduire en langue des signes. Donc, en fait, c'est un service qui est mis à disposition des CAF. Et c'est une troisième personne qui va intervenir en visioconférence. L'agent d'accueil, il accède à un service de visio-interprétation, donc c'est du lundi au vendredi de 9h à 16h30, et il est mis en relation directement avec un interprète en langue des signes française ou en transcription en temps réel de la parole. Donc ça peut se faire qu'en box d'accueil, puisqu'en fait, il va y avoir notre agent d'accueil, l'agent en visioconférence qui est avec l'écran qui va être tourné vers la locataire et ils vont pouvoir échanger en langue des signes et la personne en visioconférence va pouvoir traduire directement pour l'agent d'accueil. On a aussi un système de traduction en direct. C'est vrai que la barrière de la langue reste un frein à l'accès au droit. Même si on a quelques dépliants en langue étrangère, bon, on n'a pas forcément toutes les langues. Et dans nos accueils de Chaumont et Saint-Dizier, on a un traducteur qui s'appelle le Pocket Talk, qui nous permet de traduire 82 langues en transcription vocale directe. Alors, on l'utilise très peu parce que c'est vrai que dans nos accueils, on a on a beaucoup de personnes qui ont des smartphones et qui sont habituées à utiliser l'application. C'est Google qui traduit de traduction, vous en avez plein sur les smartphones et donc quand les gens n'ont pas de smartphone ou qu'ils n'utilisent pas, nous, on a de toute façon des Pocket Talk à disposition de nos agents d'accueil pour faire la traduction et se débrouiller. En termes d'inclusion aussi, on a des super supports visuels qui vont permettre à nos allocataires de ne pas louper un document à fournir. C'est pour éviter des ruptures de droit avec des listes à cocher. S'ils cochent, s'ils ont fourni le document, ils le cochent, ce qui permet aussi pour certaines personnes d'avoir un usage plus simple avec toutes les paperasses que la CAF demande, même si nous demandons de moins en moins de pièces justificatives. Certaines pièces justificatives restent nécessaires, notamment les titres de séjour, certains bulletins de salaire, même si on est sur du déclaratif, on peut être amené à les réclamer. Voilà, on a fait le tour de cette actualité pour le mois de juillet. Est-ce que vous avez des questions sur ces informations? Donc, comme à chaque fois, on a une enquête de satisfaction qui va vous être adressée. Donc, je vous remercie de la compléter. Et puis, ce n'est pas moi, normalement, qui ferai le prochain webinaire. Je ne sais pas qui sera présent. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser retourner à vos activités respectives.
Ah si, je vois qu'il y a une question. Non, pas de question. Eh bien, je vous dis au revoir, bonnes vacances à ceux qui y sont prochainement et Merci, vous aux autres. aussi. Au revoir. Au revoir.